aujourd'hui, on accueille Bruno Spire, qui, vous voyez le titre, va nous parler bien entendu de VIH, d'épidémie, de prévention, et sa présentation illustre une des choses que l'on peut faire avec Lydia Raoult dans l'IHU, qui est de rapprocher les sciences humaines et sociales et les sciences de santé. Bruno lui-même a cette double compétence, cette double expertise, et donc c'est une illustration de ce rapprochement pour susciter des travaux en commun où chacun apporte ce qu'il sait faire pour faire progresser la connaissance. Merci d'avoir accepté de donner cette présentation aujourd'hui. Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci de l'invitation. Donc je vais parler aujourd'hui avec mes deux casquettes parce que c'est difficile de les dissocier. Je suis à la fois directeur de recherche dans l'unité Georges de Boati, président de AIDE, et AIDE est aujourd'hui aussi un acteur de la recherche dans le cadre du VIH, dans le cadre de domaine de prévention et de santé publique. Donc c'est aussi pour ça que j'utilise cette deuxième casquette, puisqu'il y a un certain nombre de choses qui seront évoquées par rapport au rôle des associations dans la recherche. Donc je vais essayer de vous parler des principaux défis en santé publique par rapport au VIH. Alors juste quelques petites diapositives introductives. D'abord, pour vous dire qu'on peut dire que depuis la découverte de la maladie au début des années 80, on peut dire qu'il y a trois grandes périodes. La première période qui est avant les thérapies, qui était dominée par la maladie, la souffrance et la mort, avec pas grand chose à faire d'un point de vue médical, si ce n'est lutter déjà un peu contre les infections opportunistes, mais la maladie est une maladie mortelle. Depuis 1996, une deuxième période, je la mets jusqu'à 2008, vous allez voir pourquoi, une période où on parle de maladie qui devient chronique grâce au traitement qui permettent aux personnes de vivre, de retrouver l'immunité, de vivre à peu près normalement. Et il a fallu pendant cette période accompagner les personnes vers le retour vers la vie. En 1996, quand les traitements sont arrivés, beaucoup de gens pensaient qu'ils allaient mourir, et d'un seul coup on leur dit ben non, vous n'allez plus mourir. Donc ça a changé beaucoup de choses pour les personnes à ce moment-là. Et puis une troisième période, qui est depuis 2008, où on peut parler de maladies chroniques qui pourraient être contrôlées d'un point de vue épidémique. Pourquoi? Parce que depuis 2008, on sait maintenant, je vous montrerai un certain nombre de données, qu'une personne qui est traitée, elle ne transmet quasiment plus le virus à l'autre, même s'il n'utilise pas les moyens de prévention. Donc ça c'est aussi une deuxième révolution après les thérapies, puisque aujourd'hui on peut dire si on arrivait à dépister et à traiter tout le monde, d'un point de vue théorique, eh bien on pourrait arrêter l'épidémie une fois la génération des séropositifs traités disparus, il ne va plus y avoir de nouvelles infections. Donc c'est pour ça que je parle de troisième période. Alors pendant longtemps, la prévention du VIH n'intéressait absolument pas le corps médical, ni la recherche médicale pendant très longtemps. C'était éventuellement un problème de recherche purement en sciences sociales, ou un problème d'association, mais ce n'était pas un problème médical. On a quand même su qu'il y avait des outils médicaux qui marchaient bien. On a su très rapidement, dans la fin des années 80, que la réduction des risques auprès des usagers de drogue, ça fonctionnait. C'est-à-dire quand on distribuait des seringues propres aux usagers de drogue, ils les utilisaient, et du coup, il y a une diminution spectaculaire de nouvelles infections dans cette population, d'autant plus quand il y avait accès à la méthadone, au prémorphine, les traitements de substitution qui permettaient de diminuer le recours à l'injection. Et puis, pour la prévention sexuelle, qui est quand même le mode de contamination majeur dans le monde, on a longtemps parlé de stratégie ABC. C'était l'invention du CDC américain, c'est-à-dire qu'il fallait être soit A, soit B, soit C. A, c'était l'abstinence. Ça marche. Si vous êtes observant l'abstinence, ça marche. B, c'est being faithful, c'est-à-dire la fidélité. C'est déjà plus discutable parce que la fidélité, on a vu des femmes fidèles se faire infecter au cours d'un rapport sexuel, donc bon, ça marche aussi des deux côtés, et que les gens sont testés avant. Et puis C, c'est common, c'est-à-dire l'utilisation systématique de préservatifs. Et cette stratégie ABC, qui a été tout le dogme pendant très longtemps, n'a pas du tout empêché l'épidémie de progresser. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de A, B, C, D, E, F, on va jusqu'à Z, en inventant de nouveaux outils, et j'y reviendrai là-dessus. Il faut aussi se dire que l'épidémie est une épidémie qui est principalement concentrée, alors dans nos pays, mais également dans beaucoup de pays du monde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de groupes de population qui sont beaucoup plus vulnérables au VIH.
et qui font l'objet de stigmatisation, non pas seulement parce qu'ils sont infectés, mais avant même par leur nature. Et c'est ces groupes-là qui concentrent beaucoup l'épidémie. Donc ces groupes, c'est les travailleuses du sexe, les usagers de drogue, et les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et alors pendant très longtemps, ça c'est vrai en Europe, aux États-Unis, en Afrique c'est une épidémie hétérosexuelle. C'est vrai que les hétérosexuels sont touchés en Afrique, mais dans beaucoup de pays africains, vous avez ici des illustrations de chiffres, quand vous comparez la prévalence en population générale adulte, colonne de droite, avec la prévalence chez les hommes gays, MSM, c'est men, ou sexe men, vous voyez une différence très importante dans plein de pays, à l'exception d'Afrique australe, en Afrique du Sud, où là les taux sont tellement importants pour tout le monde qu'il n'y a pas de différence entre les gays et les non-gays, pour faire vite. Alors que dans plein de pays d'Afrique, notamment francophones, d'Afrique de l'Ouest, l'épidémie est relativement modérée, sauf parmi un certain nombre de groupes vulnérables comme les MSM ou les travailleurs du sexe. Alors, ce qui est important, c'est que la diversification des stratégies de prévention est un réel besoin. Il faut plein de travaux en sciences sociales pour montrer que les personnes ne sont pas irresponsables. Les personnes séronégatives n'ont pas envie de devenir séropositives, et les personnes séropositives n'ont pas envie de transmettre le virus aux séronégatifs. Ça, c'est montré par plein de travaux, où c'est une angoisse pour les gens exposés ou infectés de transmettre ou d'acquérir le virus. Pourtant, les gens n'ont pas forcément la conduite totalement rationnelle qui serait d'utiliser systématiquement le préservatif. Et il a pu être montré que les personnes essaient, quand elles ne peuvent pas utiliser le préservatif, de se débrouiller avec des pratiques qui sont moins dangereuses que rien, mais quand même plus dangereuses que l'utilisation systématique du préservatif. Par exemple, les femmes, parfois, ne peuvent pas utiliser le préservatif, disent qu'elles vont utiliser le diaphragme, qui est une méthode contraceptive, mais qui protège le col de l'utérus, qui est la partie la plus sensible au virus. Donc ce n'est pas une suppression de risque, c'est une réduction des risques. De la même façon, ça a été montré chez les personnes séropositives, on choisit ses partenaires pour qu'ils soient séropositifs. On ne peut pas utiliser le préservatif, du coup, on a des rapports qu'entre séropos, et du coup, il n'y a pas de risque de transmission à quelqu'un de séronégatif. Alors, il y a peut-être d'autres risques, transmission d'IST, etc., mais c'est une réduction des risques. Et puis également, on a démontré chez les hommes gays qu'il y avait une adaptation des pratiques. Vous savez que la personne qui est pénétrée, elle est plus exposée que la personne qui pénètre. Donc, en fonction de son statut sérologique, on choisit ces pratiques de manière, si on n'est pas le préservatif, à prendre le risque minimal. Tout ça démontre bien que les personnes, elles ne sont pas irresponsables, elles tentent de trouver des stratégies, que ces stratégies ne sont pas géniales d'un point de vue efficacité, et qu'il y a besoin d'en développer d'autres, notamment des stratégies biomédicales, qui ne sont pas, comme beaucoup de gens l'ont dit, des stratégies imposées par les médecins, mais des stratégies qui sont réclamées par le terrain, pour lesquelles les médecins vont être là aussi pour répondre à un besoin. Alors, je vais vous parler principalement de deux choses. Je vais vous parler de l'utilisation des antirétroviraux comme prévention de deux façons. D'abord, pour prévenir la transmission, donc c'est l'utilisation des antirétroviraux chez les personnes séropositives pour éviter de transmettre. C'est ce qu'on appelle le TASP, ou Treatment as Prevention. Et puis je vous parlerai dans un second temps de l'utilisation des antirétroviraux chez les personnes séronégatives à risque. On les traite quand elles sont séronégatives pour éviter qu'elles deviennent séropositives. C'est ce qu'on appelle le pre-exposure prophylaxis, le PrEP. Alors on sait depuis longtemps, ça c'est des vieux travaux, début des années 2000, que la quantité de virus dans le sang est associée au risque de transmission. Il y avait des études de corps, de groupes sérodifférents, qui avaient montré que le taux de transmission à l'intérieur d'un couple dépendait de la charge virale. Vous voyez sur la diapo, pas de transmission quand les personnes ont des charges virales inférieures à 400 copies par ml, et après ça monte de façon linéaire. Donc on avait déjà un argument que la transmission n'est pas automatique, elle dépend de la quantité de virus que vous avez. L'autre aussi élément qui nous a fait penser au traitement comme prévention, c'est que depuis très longtemps, on traite les femmes enceintes pour éviter qu'elles transmettent l'ID, et ça marche. Quand on traite efficacement les femmes enceintes, le taux de transmission est extrêmement réduit. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'appelait pas ça des TASP, mais on fait ça, de médecins font ça depuis très longtemps. Alors maintenant, on a beaucoup d'arguments qui nous permettent de penser que, justement, quand on est traité, on ne transmet plus.
Il y a d'abord des arguments épidémiologiques, avec différentes études. La première étude, qui était une étude espagnole, a comparé le taux de transmission dans des cohortes, dans des groupes sérodifférents, avant l'arrivée des trithérapies et après. Et on a eu une réduction de 80%. 80%, c'est pas génial, mais en fait, c'était les premiers traitements qui n'étaient pas encore extraordinaires. Et dans les 20%, dans ce qui restait encore de transmission chez les gens traités, c'était des traitements qui n'avaient pas marché. Donc, ils étaient traités, mais pas de façon forcément optimale. Après, il y a eu une grande étude observationnelle en contexte africain chez des couples hétérosexuels qui a montré une réduction, qui a suggéré, une réduction, c'était observationnel, de 92% en comparant les couples où le partenaire séropositif était traité et ceux où le partenaire séropositif n'était pas traité. Et puis, là où vraiment tout le monde avait été convaincu, c'est avec les serres randomisées, parce que vous savez que c'est ce qui se fait de mieux en termes méthodologiques, où on a randomisé des couples sérodifferents. Toutes les personnes étaient traitées au départ, les personnes séropositives avaient des taux de CDK élevés, donc n'avaient pas besoin d'être traitées. Et pour la moitié de ces couples, elles ont eu un traitement, enfin la personne séropositive, et l'autre moitié, la personne séropositive n'a pas eu de traitement. Et on a comparé du temps le taux de transmission. On a pu observer une réduction de 96% du taux de transmission dans cet essai. Donc 96%, c'est absolument énorme en termes d'efficacité, et c'est autant que l'efficacité du préservatif. Après, il y a aussi des arguments biologiques, où vous voyez sur ce graphe, on a pu, disons au début de l'épidémie, ce graphe il montre en axis, vous avez l'année 2002, 2003, 2004, jusqu'à 2009. C'est une étude qui a été faite par l'équipe de Christine Roussu. Et on a pris des personnes, ça a été fait chez des hommes séropositifs qui donnaient leur sperme pour une assimilation artificielle, pour essayer justement de ne pas contaminer leurs femmes. Et au début, dans les années 2002-2003, il y avait quand même une proportion, en ordonnée, c'est la charge virale au sperme. Et vous voyez qu'il y a quand même, au début des années 2000, encore un faible pourcentage, 15% en 2002, de patients qui ont du virus dans le sperme qui est détectable. Et au fur et à mesure des années, ça décroît. Ça décroît pourquoi? Parce qu'on a des combinaisons thérapeutiques de plus en plus puissantes, qui fait que dans le sperme, vous voyez, à partir de 2006, on ne trouve plus de virus dans le sperme quand les personnes sont indétectables dans le sang. Donc une très bonne concordance à partir de 2006. Donc ça a été fait chez les hétéros, mais chez les homos, on ne sait pas si c'est la même chose. Il y aurait un certain nombre d'arguments qui pourraient penser que c'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a beaucoup d'activités sexuelles, des risques de surcontamination qui pourraient relancer la réplication virale. Donc il y a une étude dans laquelle mon équipe a été impliquée, qui est en train de se terminer, qui s'appelle l'étude Evariste, dans laquelle on a pu démontrer que chez les hommes gays indétectables dans le sang, on pouvait trouver quand même un tout petit peu de virus encore dans un certain nombre de cas. Je vous montre ça sur la diapo suivante. Voilà. Donc dans cette étude, on avait 157 personnes qui étaient incluses, qui étaient indétectables, qui étaient gays, et qui devaient venir 2 fois à l'hôpital pour donner un prélèvement de sperme. On voulait faire une petite étude aussi longitudinale courte. Et sur l'ensemble des prélèvements, on a 7,6% de discordance. C'est-à-dire qu'il y a eu 7,6% des échantillons qui ont quand même eu un petit peu de virus présent dans le sperme. Mais elle est toute très faible. Quand vous voyez la médiane de l'ARN, elle est de 145 copies, donc ce n'est pas des taux monstrueux. Alors bien sûr, ce qu'on aimerait savoir, c'est si ce virus est infectieux ou pas. Et l'étude ne permet pas de le faire, parce qu'on n'avait pas prévu dans l'étude, c'était trop lourd et trop cher de faire des tests d'infectivité, donc ce sera probablement la suite qui le dira un Evariste 2. Il faudra peut-être refaire. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est les facteurs qui expliquent cette discordance. Donc, ces 7% d'échantillons qui étaient quand même encore positifs, il y a 2 facteurs associés qui expliquent le fait qu'on a encore un petit peu de virus dans le sperme. Le premier facteur, c'est la taille du réservoir proviral, donc la quantité de cellules infectées, en fait. Donc ça, c'est un facteur biologique majeur qui joue. Et la deuxième chose qu'on a pu trouver, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y avait un questionnaire qui était donné aux patients et qui était rempli. C'est ceux qui consomment régulièrement du cannabis, pour lequel il y avait un fait.
On a testé la compliance, bien entendu, et ça n'était pas associé. On l'a testé pas par dosage, par questionnaire, on l'a testé aussi la charge virale avec à moins d'une copie, et ça ne jouait pas. Donc voilà, on ne pense pas que ce soit la compliance, en plus c'était détectable depuis des années et des années, donc ça faisait pas mal de temps que les gens étaient traités. Le cannabis était pas d'autres produits, on a regardé d'autres produits psychoactifs, seul le cannabis, et quand on a regardé la littérature, on a vu qu'il y a certaines études qui montrent in vitro des liens entre réplication virale et THC. Et en plus, le THC diffuse dans le sperme. Donc c'est peut-être une explication qu'il faudra creuser pour essayer de mieux comprendre le mécanisme. C'est quand ils sont fumés, ils oublient de prendre des médicaments. Oui, mais le médicament n'est pas fait tout de suite. Et donc le fait que s'ils oubliaient de prendre des médicaments, on devrait avoir une augmentation des autres paramètres dans le sang. Et là, ça reste totalement indétectable dans le sang. Voilà, c'est pas d'un coup comme ça que ça reprend la charge virale. Donc, d'autres arguments qui sont en faveur du traitement comme prévention, ce sont des arguments qu'on dit écologiques, c'est-à-dire qui collent à la réalité observationnelle de différents terrains. C'est ce qui s'est passé à San Francisco et à Vancouver. À San Francisco, on s'est mis à traiter de manière beaucoup plus précoce la communauté, essentiellement des gays, et à Vancouver également, essentiellement des usagers de drogue. Et depuis qu'on a changé de politique de santé en traitant beaucoup plus tôt les personnes avec des taux de CDK plus élevés, on a observé beaucoup moins de cas de diagnostic. Donc il y a cette corrélation qui laisse suggérer que si on traite plus tôt, globalement, on devrait avoir un effet populationnel sur la dynamique des nouvelles contaminations. Donc ce fameux TASP, c'est le Treatment Task Prevention, tel qu'il avait été énoncé. Alors vous savez que ça a fait beaucoup de débats, parce que beaucoup de gens ont dit mais c'est pas éthique, on traite la personne pour la collectivité, on ne la traite pas pour elle-même. Et en fait, beaucoup de données aujourd'hui laissent penser que plus on traite tôt et plus c'est bien également pour la santé de l'individu. Donc aujourd'hui, Treatment Task Prevention, moi je préférerais qu'on l'appelle Treatment as soon as possible, c'est-à-dire traiter dès qu'on détecte quelqu'un, il faudrait pouvoir le traiter. Et c'est vraiment là, c'est plus une stratégie test and treat, dépister et traiter pour pouvoir, c'est bien pour la personne et c'est bien pour la collectivité. Et dans le passé, les grandes épidémies ont quand même été maîtrisées pour beaucoup grâce à ces approches. Quand on a eu des traitements, on a diminué considérablement la tuberculose, par exemple, grâce au traitement, même s'il y a encore des cas, mais au moins on n'est plus en épidémie comme au XIXe siècle. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a des impacts tout à fait positifs sur la santé des individus de traiter très tôt. Ça améliore la survie, ça améliore la santé, ça s'est démontré dans plein d'études observationnelles. C'est aujourd'hui beaucoup plus envisageable qu'autrefois, parce que les traitements qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus simples qu'avant et beaucoup mieux tolérés, avec beaucoup moins de toxicité. C'est sûr qu'au début des années 90, c'était très polémique aussi d'imaginer ça, parce que vous étiez vraiment malade avec les traitements, donc les médecins, ils reculaient avant de se dire, c'est vrai, les gens vont peut-être pas tranquilles, les gens vont peut-être aller mieux d'un point de vue VIH, mais ils vont avoir tellement de problèmes qu'on n'osait pas traiter. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on sait que la toxicité long terme, elle est due aussi à la toxicité du virus combiné aux médicaments. Donc le virus lui-même donne des effets secondaires. Donc tant qu'à faire, autant se débarrasser du virus. Et puis ce qu'on a pu montrer également, c'est que la qualité de vie des patients est meilleure quand elle est sous traitement. Et on l'a pas démontré exactement dans le cas de TAS, mais on a fait une étude en Afrique, donc les patients sont souvent traités très tardivement. Ils sont parfois dépistés plus précocement, donc on a des patients suivis à l'hôpital qui ne sont pas traités et qui ont des CDK très élevés, des patients qui sont traités et qui avaient des CDK au départ, et puis qui remontent leur CDK grâce au traitement. Et avec une analyse statistique un peu sophistiquée, on a essayé de rendre comparables les deux groupes de patients traités et non traités. On a essayé de comparer la qualité de vie à partir de certains indicateurs qui sont des échelles qu'on utilise nous. Je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques, mais c'est des échelles totalement, standardisées et vraiment de façon internationale, des questionnaires tout à fait standardisés qui marchent dans toutes les langues.
qui permettent de mesurer ces indicateurs. Et sur la qualité de vie physique, et mesurée par l'échelle SF36, ou mesurée par le nombre de symptômes ressentis par les patients, on voit des effets tout à fait en faveur du traitement. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 500 CD4 sous traitement qu'avoir 500 CD4 sans traitement. On aura une meilleure qualité de vie physique. Ça améliore le ressenti du patient également des traités, et c'est ça le message important de cette analyse. Alors bien sûr, il y a des bénéfices de santé publique à traiter précocement. Il y a eu des modélisations il y a quelques années qui ont montré que si on arrivait à traiter massivement, on pourrait, d'ici 2030-2040, en finir avec l'épidémie. Ce sont des modèles, tous les modèles sont faux, mais néanmoins ils donnent des idées. Donc c'est ça l'intérêt des modèles. Et l'idée c'est de dire en tout cas, ce ne sera peut-être pas 2040, ce ne sera peut-être pas la fin de l'épidémie, mais on peut aller vers une très forte décroissance de l'incidence si on traite massivement, si on dépiste, si on traite massivement. Donc l'autre intérêt de santé publique, c'est qu'on a pu démontrer aussi dans l'étude du Cameroun, on vous a parlé, que quand les gens étaient traités, ils parlaient plus facilement de leur séropositivité à l'entourage et à leurs partenaires sexuels. Donc du coup, si on en parle plus, on se protège davantage. Du coup, ça aussi, c'est un intérêt de santé publique. Et puis, on a pu voir également que quand on est traité, on utilise plus le préservatif. Alors tout le monde vous avait dit, vous allez voir, si les gens savent que les gens sont traités et que du coup ils vont plus avoir le préservatif, c'est le contraire. Dans notre étude camerounaise, c'est les personnes non traitées qui n'utilisent pas le préservatif par rapport aux traités. Vous avez ça, vous avez ici des chiffres dans cette étude comparés avec cette méthode de compensity score, exactement comme l'indicateur que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est intéressant parce que ça nous suggère probablement que quand on ne traite pas les gens, on s'occupe moins d'eux. Il y a moins de conseils, il y a moins de rendez-vous avec l'équipe médicale, on parle moins de ces difficultés, et y compris, vous savez qu'il y a beaucoup de conseils pour l'observance, dans la prise en charge des patients, et les gens qui ne sont pas traités, ils n'ont pas de conseils pour l'observance, du coup on ne leur parle pas non plus de préservatif, et du coup ils ne l'aident pas, donc c'est tout à fait logique. C'est aussi un bénéfice du traitement, c'est pour bénéficier du système de santé et pas seulement du traitement. Alors finalement, le rêve, c'est la méta-analyse qui a été publié dans Lancet et qui imagine qu'en réalité, on pourrait rêver à une extinction d'épidémie dans quelques années, mais malheureusement, la réalité, c'est pas ça. Et c'est, là, je vous montre ce qu'on appelle la fameuse cascade, qui est, alors là, c'est la cascade américaine, ça veut dire quoi? Ici, c'est le nombre de personnes séropositives aux États-Unis. Ici, c'est le nombre de personnes diagnostiquées. Ça, c'est le nombre de personnes qui sont orientées dans le soin. Celles qui restent dans le soin, celles qui sont sous traitement, et celles ici qui ont un traitement contrôlé, donc celles qui ne transmettent pas. Donc entre la théorie et la pratique, vous voyez qu'il y a un énorme challenge, et qu'aux États-Unis, on a que seulement 26% des séropositifs estimés sont non transmetteurs dans les faits, parce que c'est ceux-là qui sont en traitement efficace. Alors en France, on est un peu meilleur, on est 2 fois meilleur, donc ça c'est les chiffres de l'accord française UDI 2, de Dominique Costa-Vignola, qui montre qu'en France, on est à 56% au lieu de 26%, parce que le système de soins en France est quand même nettement meilleur qu'aux États-Unis en termes d'accès. Néanmoins, 56%, c'est peut mieux faire quand même. On ne peut pas dire que Cocorico c'est génial, et qu'il y a un gros décrochage avant l'entrée dans le soin. C'est vraiment, c'est plutôt au niveau de la prévention, du dépistage, qu'il y a le plus grand décrochage, et pas tellement après, il faut surtout que les gens soient dans le soin. Alors pour ça, vous dépistez. Et donc aujourd'hui, on cherche à diversifier les modes de dépistage un peu partout dans le monde. Pendant très longtemps, on n'était plus dans la stratégie du dépistage volontaire, c'était aux personnes d'aller demander à faire un test. Et maintenant, l'OMS a lancé une stratégie où le médecin pourrait être à l'initiative systématique de dépistage, en proposant systématiquement le test. Donc, il y a même des endroits où on propose des stratégies, on dit si tout le monde est dépisté, vous avez le droit de refuser, mais si vous dites rien, c'est que vous êtes d'accord. Donc voilà, et donc ce sont des stratégies qui n'étaient pas envisageables autrefois et qui ont montré leur intérêt. Il y a également, il faut aussi s'intéresser aux barrières de dépistage. Souvent, la première barrière par rapport au dépistage, c'est qu'il faut
Donc plutôt que de demander aux gens de se déplacer, il faut apporter le dépistage aux populations. Donc il y a par exemple un partenaire marocain, la LCS, qui a des bus et qui va dans les endroits, dans les villages, dans les endroits où il n'y a pas forcément de système de prévention et de soins, proposer le dépistage et vous voyez, il y a affluence de nombre. Et puis la troisième chose, c'est le dépistage communautaire, c'est-à-dire de la délégation de tâches à des militants associatifs formés pour pouvoir faire du dépistage. Et donc ça a été expérimenté en France, et c'est aujourd'hui, notre expérimentation, c'est aujourd'hui développé en France par des associations comme AIDE. Donc en France, je vais vous faire un petit focus là-dessus. En France, vous savez que le dépistage était aussi basé essentiellement sur le dépistage volontaire, avec des centres de dépistage à donner gratuits, sur des personnes qui vont décider d'aller se faire dépister. Le médecin peut prescrire, mais en pratique, on sait que le médecin prescrit rarement un test de dépistage, et qu'il n'y a pas de recommandation de dépistage systématique, sauf dans certaines exceptions comme la grossesse. Et puis, en France, on a des centres de dépistage un peu dans toutes les grandes villes, avec des médecins un peu spécialisés là-dedans. Alors, ce qui a changé un peu le système, c'est l'arrivée des tests de dépistage rapide, qui fait qu'avant, il fallait plus de sang, et que maintenant, on peut faire du dépistage simplement avec une toute petite piqûre au bout du doigt, qui n'a pas besoin d'équipement, il n'y a pas besoin de centrifugeuse, il n'y a pas besoin de tube, et on peut dépister comme ça extrêmement rapidement, ce qui permet vraiment de développer la stratégie d'aller vers la population. Alors en France, ce sont les associations qui ont voulu faire du dépistage rapide. Elles se sont très vite heurtées à des problèmes légaux, puisque le dépistage est un acte médical, donc quelqu'un qui n'est pas médecin n'a pas le droit de faire le dépistage. Et donc il y a eu une expérimentation qui a été faite grâce à la NRS, expérimentation avec un programme et 2 projets de recherche où AIDE était impliqué. Le premier projet, c'est le projet de faisabilité, où c'était une expérience pilote. Et le deuxième projet, c'était pour comparer la valeur ajoutée du dépistage associatif par rapport à l'existant. Donc je vais vous résumer ces projets qui ont été vraiment co-construits entre des chercheurs, donc notamment des gens de mon équipe, et pour le deuxième projet, le premier projet, c'était pas mon équipe, c'était Yazdan Palama, qui était à Lille à l'époque, qui a été l'investigateur avec l'association RED dans les 2 cas. Alors le premier projet, c'était tout simplement faire un essai dans les locaux de RED. Et puis, si le test, on formait les acteurs, on formait notamment au counseling, à l'annonce, on est formé à la technique du test rapide. Et puis, si le test était positif, on orientait pour un test de confirmation dans un laboratoire qui faisait le Western blot pour bien sûr confirmer. Ça s'est fait dans 4 villes en France. Et les résultats, donc c'était ciblé gay, parce que pourquoi ciblé gay? Parce que 1, c'est la population qui se contamine le plus en France, et 2, si on voulait trouver quand même quelques positifs sur des nombres très élevés, il fallait que la population, la prévalence était importante. Donc là, on a pu voir dans ces résultats préliminaires que tout se passait très bien, que personne se suicidait en sortant parce que c'était pas un médecin qui avait annoncé la séropositivité. C'est ce qu'on nous disait à l'époque, vous allez voir, quand ça va être un non-médecin qui va annoncer, ça va être une catastrophe, pas du tout. On a pu voir que les personnes qui étaient positives avaient le test de confirmation, que les personnes étaient orientées vers le soin et qu'elles étaient extrêmement satisfaites de ce dispositif et pas du tout en non-confiance parce que ce n'était pas des médecins. Et puis ce qui était bien intéressant dans cette étude, c'est qu'on a pu voir que les positifs qui ont été découverts, on avait quand même 3%, leur taux de CD4 au diagnostic était nettement plus élevé que ce qu'on a dans la filiation hospitalière. Donc, manifestement, on avait l'air de cibler une population qui prenait des risques et qui s'était affectée il n'y a pas forcément très longtemps. Ça, c'était l'expérience pilote. Donc, le deuxième projet, c'est le projet ANRS-DRAG. La DRAG, c'est pour le dépistage rapide auprès des gays, où là, on a comparé le dispositif en CDAG avec le dispositif communautaire. Et on a surtout essayé de comparer les profils de personnes. Est-ce que c'est les mêmes gays qui vont dans les deux? Est-ce qu'on touche à la même population ou des populations qui sont différentes? On a pu aussi comparer la satisfaction dans les deux dispositifs. Alors quand on compare le test classique et le test associatif, si je veux dire, les deux dispositifs, disons, il n'y a pas de différence sur les critères
critères que vous avez ici, hein, c'est plutôt des critères socio-démographiques, il n'y a pas forcément de très grandes différences. Vous avez notamment pensé qu'il y avait une différence sur le vie sexuelle. En fait, pas du tout, la proportion est à peu près la même. En revanche, ce qui est plus intéressant, alors je vais surtout me concentrer sur celles qui paraissent les plus intéressantes en termes de santé publique. On a des différences sur l'histoire du dépistage. C'est-à-dire que dans les premières années, ceux qui ont fait 2 tests plus, ceux qui seront testés, disons, de façon régulière, ont plus fréquemment été retrouvés dans le dépistage classique que dans le dépistage associatif. Dans le dépistage associatif, on a plutôt identifié des gens qui n'allaient pas se faire régulièrement tester. Au mieux, ils avaient fait 1 ou 0 test dans les 2 dernières années. Et puis, l'autre chose qui nous a paru aussi intéressante, c'est le score d'évitement. Alors, le score d'évitement, c'est une échelle psychométrique qu'on observe en toutes les personnes, qui mesure le fait que par rapport aux attitudes de risque, vous êtes plutôt précautionneux, vous êtes casse-cou, notamment en termes de risque sexuel. En gros, ça fait la peur de laisser les fenêtres ouvertes, on pose des questions comme ça. Est-ce que vous n'avez pas peur d'aller avoir 15 partenaires dans la soirée, des choses de ce type-là. Et on s'est rendu compte que dans le profil associatif, il y avait beaucoup de gens qui avaient ce type d'attitude par rapport à ceux qui allaient dans le dépistage médical et qu'on attirait donc un profil de gays qui est nettement plus exposé en termes d'exposition au risque et qui n'allait sans doute pas vers le dépistage médicalisé. La conclusion de ça, c'était de dire qu'on ne marche pas sur le plateforme de dépistage médical, on attire une population qui ne va pas forcément vers ce dépistage, et donc c'est intéressant d'un point de vue de santé publique. On a également poulé les données des 2 dispositifs communautaires pour comprendre quels étaient les facteurs qui expliquaient que les gens étaient venus se faire tester dans l'année ou pas. Et on a trouvé 3 facteurs. Quand les gens n'ont pas de vie préservatif, ils viennent plus se faire tester, ça c'est logique, ils sont sans exposés au risque qui viennent. Par contre, ceux qui utilisent des drogues festives, notamment qui sont associées à la prise de risque, associées à la sexualité. Vous savez qu'il y a beaucoup de circulation de drogue, notamment dans le milieu gay, soit les extasies, la cocaïne ou d'autres stimulants. Ceux-là, au contraire, que ça fait prendre des risques supplémentaires, viennent moins se faire tester. Donc ça veut dire qu'il y a un problème sur cette sous-population de gays qui utilisent des drogues de façon régulière. Et puis le 3e facteur qui nous a paru intéressant d'un point de vue plus sociologique, les personnes qui ne révèlent pas autant de leur sexualité à leur entourage viennent moins se dépister. Et sans doute le fait d'être complètement ouvert sur son homosexualité favorise la démarche de dépistage, alors que si vous n'êtes pas vraiment ouvert, vous n'osez pas aller vous faire dépister. Pourquoi il faut travailler aussi sur la société, pour la santé publique. Et puis on a pu tirer aussi quelques conclusions sur la satisfaction, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais globalement on trouve des choses, disons là c'est pas forcément révolutionnaire, mais on trouve des choses qu'on a souvent avec les interventions, comme quoi quand on vieillit on est moins satisfait, quand on est plus éduqué on est moins satisfait. Disons que les vieux universitaires c'est le profil le plus critique. Mais que quand on est jeune, quand on est en situation de précarité, on est migrant, etc., comme c'est rare qu'on s'occupe de vous, on est plus content quand on s'occupe des gens. Donc c'était pas forcément très original, mais on a pu confirmer ça. Alors depuis cette expérimentation, l'association aide à développer, on est passé au passage à l'échelle, parce qu'on a fait en 2012 pratiquement 22 tests rapides vers la population. Là c'est pas l'expérimentation, là c'est la vraie vie. Et vous pouvez voir que la plupart des tests sont faits à l'extérieur des locaux de l'aide. Ça se fait plus dans le local associatif, on attend un client. On va dans la rue, dans les bus, on va dans les lieux de drague, on va près des boîtes, des discothèques, on va dans les quartiers où il y a des migrants, on va sur les marchés dans le département français d'Amérique où là l'épidémie est très importante, on va dans les quartiers, les stations de RER dans la banlieue parisienne, bref, on va un peu partout et on propose aux gens de se dépister et les gens l'acceptent volontiers. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé environ sur l'ensemble? On a 1% de séropositivité sur l'ensemble de la population qui est faite.
Ce qui est bien plus que ce qu'il y a dans les CDAG. Les CDAG sont à 0,1% découverts de séropositivité. Nous, on est 10 fois plus. Pourquoi? Parce qu'on cible mieux par définition, parce qu'on va vers les gens, donc on décide d'aller vers les endroits où on pense qu'il peut y avoir des tests positifs. Et là aussi, dans les facteurs qui nous paraissent intéressants, là, vous voyez la barrière du groupe. Eh bien, si la référence c'est l'hétéro blanc, vous voyez qu'il y a déjà plus de découvert de séropositivité quand on est hétéro et pas blanc. Donc forcément, c'est en lien avec l'épidémie africaine. Quand on est gay blanc, alors là, vous voyez, il y a 4 fois plus de risques. Et quand on est gay et pas blanc, on est pratiquement 10 fois plus de risques. Donc vous voyez que quand on cumule plusieurs facteurs de risque, on cumule aussi le fait d'être trouvé positif dans nos expérimentations. Et puis autre chose qui est également intéressante, c'est la dernière variable. Si on prend comme référence des gens qui n'ont pas fait de test depuis plus de 5 ans, eh bien, vous voyez qu'on a, toutes les autres modalités sont nettement moins positives. Donc en fait, on attire vraiment les personnes qui ont fait des tests depuis longtemps. Disons que c'est dans cette catégorie-là qu'on a trouvé plus de positifs. Alors, je vous ai parlé de cette stratégie de tester et traiter, donc la stratégie TAST, où on dit qu'on arrivera au bout de l'épidémie grâce à ça. Il y a quand même un gros défi de cette stratégie-là, c'est la question de la primo-infection. Vous savez, quand on s'infecte en primo-infection, c'est là que le taux de réplication virale est le plus important. Et c'est là qu'on transmet le plus. Et généralement, on ne connaît pas son statut. Il y a des difficultés à diagnostiquer, mais les gens n'ont même pas conscience, ils ne vont pas faire un test. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de données qui montrent que la dynamique de l'épidémie pourrait être au moins entre 40 et 50% due à la primo-infection. Autrement dit, quelqu'un, une fois sur deux, quand vous attrapez le VIH, vous attrapez une personne source qui elle-même est en primo-infection et ne sait pas qu'elle est séropositive. Donc vous voyez le problème. Si c'est vrai, donc 40 et 50%, et il y a beaucoup d'études dans ce sens-là, ça veut dire que même si vous dépistez et traitez la terre entière, tous ceux qui sont dans cette période-là vont pouvoir encore contaminer. Donc, stratégie TASP, elle n'est pas forcément suffisante à elle seule. Et il va falloir aussi d'autres stratégies complémentaires à cause de ce problème où, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur statut, qui sont infectées depuis très peu de temps, qui contaminent les autres. Alors, c'est pour ça que j'en viens à cette deuxième partie, qui est la stratégie PrEP, où là, ça pourra répondre à ce problème-là. Donc, PrEP, c'est traiter les personnes séronégatives pour éviter qu'elles deviennent séropositives. Alors ça, c'est venu dans le cerveau des chercheurs à partir de modèles animaux. On a pu montrer quand on injectait, soit par voie injectable, par voie orale, quand on donne des antirétroviraux aux macaques, dans un modèle macaque, et qu'ensuite on les éprouve avec du virus, un virus adapté, un virus simien qui marche sur le macaque, et bien vous avez une forte protection des animaux quand ils reçoivent des antirétroviraux, avant d'être éprouvés par le virus. Donc ça c'est le modèle animal. Donc bien sûr il fallait faire des essais chez l'homme. Alors le premier grand essai qui a été fait chez l'homme, il a été fait dans une population de MSR, de gays, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. C'est l'essai IPAS, qui a inclus 2500 personnes qui ont pris soit un comprimé Truvada tous les jours, c'est une bithérapie d'antirétroviraux, soit un placebo. C'était un essai randomisé en aveugle. Et on a pu voir dans cet essai une réduction du taux d'acquisition de 44% d'acquisition. Vous allez me dire, bon, 44%, c'est pas génialissime, c'est déjà ça, mais c'est pas génialissime. En même temps, la moitié des personnes dans l'essai ne prenaient pas le médicament, du tout. Zéro comprimé pris. Donc, ça pose d'autres questions, hein. Mais déjà pour l'efficacité, quand même. Ça pose une question que pendant longtemps, qui a été interdite. Je vous rappelle, parce que c'était une grande discussion qu'on a avec la c'est de vérifier la combinaison pas sur l'interrogatoire, mais sur le dosage. Voilà, mais là c'était sur l'interrogatoire, c'est l'interrogatoire et le dosage, c'était corroboré par les deux. Donc là, il le disait quand même. Hein. Mais voilà, ils disent plus la vérité quand ils savent. Mais en gros, là, je ne sais pas si ça allait qu'on dosait, c'était donc beaucoup d'Amérique du Sud, des populations vulnérables. Je pense que ce n'était pas leur problème, simplement les personnes disaient voilà, on a d'autres soucis que ça. Puis c'est des gens qui étaient pas malades aussi, hein, donc pourquoi ils le prendraient, ce n'était pas forcément leur priorité.
Et on avait parmi ceux qui prenaient plus de 90% des comprimés, on a eu 73% d'efficacité. Ça, c'est par dosage des comprimés, qui est mesuré pas par interrogatoire, mais enfin, on regarde ce qui se passe à la pharmacie. Et quand on regarde une autre mesure qui est basée sur le dosage, savoir ceux qui avaient du médicament dans le plasma, on a 90% d'efficacité parmi ceux qui avaient du médicament dans le sang. Donc, autrement dit, ça marche quand on le prend. Voilà. C'est ça la conclusion de cet essai, c'est que ça marche quand on le prend. Donc, le problème va être là. On a des résultats similaires chez l'usager de drogue en Thaïlande, où là, on a aussi une efficacité moyenne, mais qui est bien meilleure quand on regarde l'observance réelle. Alors, il y a eu d'autres essais. Il y a eu des essais chez les hétérosexuels, des couples sérodifférents. Vous allez me dire, c'est un peu bizarre de faire un essai PrEP chez les couples sérodifférents, alors il suffirait de tester de traiter le séropositif pour ne pas transmettre le séronégatif. Mais c'était dans des contextes africains où les personnes séropositives n'avaient pas le droit au traitement parce qu'il y avait trop de CD4, c'est pas dans leur recommandation. Donc là, on traitait les séronégatifs, et alors il y a eu plusieurs pays, plusieurs combinaisons de molécules. Le résultat, c'est que dans ces deux essais de couples hétérosexuels, on a une protection qui varie entre 60 et 70%. L'observance était bien meilleure dans ces essais, parce que là, effectivement, vous êtes en couple, vous ne voulez pas vous infecter, donc vous êtes plus motivé à prendre le médicament que pour une hypothétique rencontre avec quelqu'un qui éventuellement est séropositif. Donc il y a plus de motivation. Vous connaissez le calcul de la personne. Tu mesures, c'est juste la compliance. Là, on mesure l'efficacité, mais on compare selon des contextes qui permettent d'expliquer la compliance. Alors justement, il y a deux autres essais qui ont été faits chez les femmes à risque, où là, les essais ont été arrêtés pour non-efficacité. Parce que, et là, l'observance était à peine mesurée. C'est des essais purement américains où on ne se pose pas la question du problème du consommateur, il n'y a pas de science sociale dedans, justement. Donc on ne comprend pas ce qui s'est passé, on a dépensé des millions d'euros, à la fin ça n'a pas marqué de dollars. Bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et à la fin, on dit, ah, c'est bizarre, ça ne marche pas, les femmes n'ont pas prise, on n'a pas été les interroger pour savoir quels étaient leurs besoins, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il aurait fallu mettre dans l'intervention également, et du coup, ça n'a pas marché. Je te rappelle que dans le premier essai Concorde, à San Francisco, quand les types sortaient, ils mutualisaient le traitement. Tu te rappelles ça? Ah oui, pour ne pas avoir le placebo. On va voir. Ouais, qui disait qu'ils préfèrent la moitié du traitement que le placebo. Donc si tu ne fais pas de dosage, tu sais pas. Oui, bien sûr. Alors du coup, maintenant aux États-Unis, il y a des accès à la PrEP, depuis ces essais, maintenant on peut avoir de la PrEP en continu de cette façon-là. Il y a une autorisation sur le marché aux États-Unis, notamment pour les populations, pour tout le monde, mais notamment on pense aux populations les plus exposées. Alors en France, il y a un essai qui aujourd'hui a démarré, qui a été démarré par l'élève, dans lequel mon équipe est impliquée sur tout le volet comportemental, qui est l'essai IPP. Alors pourquoi il fallait un essai en France? Parce qu'en France, on a toujours une épidémie explosive parmi la communauté gay en France, avec 30% d'incidence. Et l'idée de cet essai, c'est plutôt de dire, on ne va pas refaire ce qui a déjà été fait, donc on sait que ça marche, mais c'est plutôt de tester l'efficacité d'un traitement intermittent préalablement. En d'autres termes, ce qu'on veut tester, c'est donner aux personnes séronégatives des comprimés avant qu'elles aient un rapport sexuel et juste après. On encadre le rapport sexuel par des médicaments avant et après. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre des traitements tout le temps. On prend des traitements que si on a besoin de s'en servir d'un point de vue sexuel. Si on n'a pas de rapport sexuel pendant une semaine, on ne prend pas de traitement. Et puis si après on a tous les jours pendant une autre semaine, on prend tous les jours. Donc voilà, ça c'est l'idée de l'essai, en disant que ce type d'essai devrait plus correspondre à la vraie vie et au mode de vie des gens, puisque les personnes n'ont pas forcément envie qu'on a comprimé tous les jours pour rien. Donc ça devrait être moins cher, ça devrait être moins toxique à long terme, et l'observance devrait être mieux. On a posé la question, donc mon équipe, avec l'association REL, a fait une petite enquête auprès des gays en 2009, juste avant qu'on commence à y réfléchir, et on a vu qu'il y avait 40% des gays, sur un échantillon de 450 gays, qui étaient intéressés par cette approche, et que c'était des plus à risque. Alors vous voyez, dans les facteurs qui expliquent l'intérêt, c'est ceux qui ont plus de 20 partenaires sexuels au cours des 3 derniers mois qui sont plus intéressés, et ceux qui n'ont pas protégé leur rapport sexuel, notamment les rapports ados, qui sont également plus intéressés. Là encore, vous voyez, quand on a un niveau d'âge plus 5, on est moins
rapport à l'innovation quand on est diplômé. Donc, l'essai PRP a commencé, donc c'est un essai qui est proposé au GAY, qui est un essai vraiment de prévention combinée, qui s'adresse aux gays séronégatifs. Tous les gays de l'essai se voient proposer conseils, dépistage des IST, traitement des IST, vaccination contre l'hépatite, et puis la moitié ont du Truvada qui vont prendre avant et après les rapports sexuels, et l'autre moitié dans la placebo. Donc, il y a un bénéfice pour tout le monde, même si on est dans le bras placebo, il y a un bénéfice. Le principal critère de cet essai qui permettra de juger si ça marche, c'est bien sûr l'incidence du VIH, et on a besoin, on estime avoir besoin de 1900 personnes, donc on n'y est pas encore, 1900 personnes pour pouvoir répondre à la question de l'efficacité. Donc c'est un essai qui est coordonné en France par Jean-Michel Molina à Saint-Louis, et dans lequel mon équipe s'occupe justement de la partie évaluation des comportements, parce qu'il faut vraiment, pour mesurer l'observance, là c'est assez compliqué. Bien sûr, il y a les dosages ils vous disent globalement, ils ne disent pas si vous avez pris au bon moment. Et puis, du coup, il faut demander avec des questionnaires, on fait ça en ligne pour savoir quand est-ce que vous avez eu un rapport sexuel, est-ce que vous avez pris avant et après. Il y a toutes sortes de développements technologiques, on fait pas ça avec du papier, on fait ça avec des questionnaires en ligne. Alors, il y a beaucoup de questions pour les chercheurs en sciences sociales dans cet essai, ce n'est pas qu'une question médicale. Il y a la fameuse question de la compensation du risque, parce qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont très réticents vis-à-vis de ces stratégies PrEP disent vous allez voir quand les gens vont prendre de la PrEP, vont avoir une compensation du risque. Ça veut dire qu'ils vont se mettre à avoir je ne sais combien de rapports sexuels en plus qu'avant. Il y a toujours eu des craintes depuis des années sur ce genre de choses, donc il faut le mesurer. Moi, je ne crois pas beaucoup, mais on va le mesurer, on aura la réponse. Il y a bien sûr la question de l'observance, comment on la mesure. Donc on a choisi plusieurs techniques, on a choisi les questionnaires, on a choisi le comptage des comprimés, le dosage dans le sang et dans les cheveux. Donc, parce que ça reste. Voilà, ça reste. Le problème, c'est qu'il faut des cheveux. Et qu'il faut. Il y a des modes de raser. Toi, tu seras un candidat. Alors, moi, je suis limite, et il y en a beaucoup qui ont beaucoup moins de cheveux que moi. Et ça ne marche pas dans les poils, le dosage, ça ne marche pas dans les poils. Donc, il faut des cheveux. Et donc, du coup, tout le monde n'aura pas de dosage dans les cheveux. Enfin, on aura déjà des données partielles. Il y a d'autres questions qui sont également intéressantes, c'est il y a un counseling approfondi qui est proposé aux participants, donc de regarder l'impact de ce counseling approfondi. Il est fait par les militants de l'association Aide, et tout le monde y a accès, mais tout le monde ne le fait pas. Donc on pourra observer que si on l'a fait, est-ce qu'on reste plus longtemps séronégatif? Donc ça c'est une question développée par l'association. Et puis il y a la question aussi du coût d'efficacité avec une analyse économique qui est prévue, pour voir combien ça coûte de prévenir une nouvelle infection et si c'est coût efficace de dépenser du Truvada pour garder les gens séronégatifs. Donc le recrutement se fait à travers la communauté grâce justement à l'association qui dans ses actions de prévention rencontre des gens à risque et autres. Tu sais, a priori ce serait bien d'aller en observer. Et pour le moment, il y a 2 sites à Paris, un site à Lyon, ça vient d'ouvrir à Nice, Nantes et Lille, et bien ça a ouvert aussi à Montréal le mois dernier, et ça va ouvrir à Berlin dans les mois qui viennent. Donc l'idée, on est en phase pilote, il faut qu'on ait 300 participants inclus d'ici fin février, et si on atteint ce chiffre, on pourra continuer. Ce qui est important aussi à noter, c'est qu'on sait qu'on cible des bonnes personnes. Parce que quand on leur dit de venir, on leur fait un test, et puis on fait la pré-inclusion, on leur fait un test, et 3 mois plus tard, il y a déjà des gens qui sont positifs avant même qu'ils aient commencé. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans la population qui prend le risque. Et puis il faut savoir qu'il y a une bonne rétention dans les CES, c'est difficile de recruter, mais quand les gens ils sont motivés, ils voient l'intérêt qu'on leur apporte, et ils restent. Voilà. Donc c'est un essai dans lequel la participation communautaire est très intéressante. Donc c'est un grand essai en ARS, mais où là, il y aurait 100 associations, les médecins ne pourraient rien faire. Parce qu'un essai clinique classique, vous avez vos patients à l'hôpital, là c'est les séronégatifs que vous devez évaluer. Les séronégatifs ne viennent pas à l'hôpital, ils n'ont pas de raison de venir. Donc là, il fallait vraiment travailler avec les associations pour pouvoir toucher ces personnes qui prennent des risques et qui pourraient bénéficier de ces. Donc,
pour cela, c'est la première fois qu'une association communautaire est dans un conseil scientifique en tant que co-investigateur et participe à l'essai. Alors du coup, ça a quand même fait beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup aussi d'autres associations PED qui critiquent l'essai en disant c'est pas éthique, avoir la CEPO, etc. Donc l'ANRS a décidé de faire aussi un comité associatif qui est là à côté, qui est indépendant, qui fait un retour terrain, dans lequel aide, qui est la plus grosse association, mais comme elle est co-investigatrice, n'est pas dans le comité associatif, ne peut pas être une partie, puisque elle est là, passée de l'autre côté, comme un acteur de la recherche. Alors, en conclusion de ces deux parties, je voudrais juste faire un petit peu de quelques remarques. D'abord, pour vous dire qu'il ne faut pas penser que uniquement la prévention comportementale, faire que les gens aient meilleur comportement, qu'ils utilisent mieux le préservatif, ça ne suffira pas pour réduire l'incidence du VIH. Ça, c'est le premier conclusion qu'il faut vraiment avoir en tête. Aujourd'hui, sans développement de nouveaux outils, on ne s'en sortira pas. C'est illusoire de penser qu'il suffit de dire aux gens de mettre des capotes toute leur vie et qu'ils vont le faire. Ça, c'est juste pas possible. Deuxième chose, tous ces nouveaux outils de prévention, que ce soit TASC ou PrEP, sont des essais qui marchent qu'avec le dépistage. Dans les deux cas, il faut dépister. Il faut dépister pour le TASC, puisqu'on dépisté en PrEP, et pour la PrEP, il faut que les gens viennent régulièrement se faire tester pour voir si ça marche. Donc dans les deux cas, il faut un dépistage plus simple, plus facile, plus en routine que ce que ça a été jusqu'à présent. Troisième remarque, c'est qu'on a beaucoup opposé prévention comportementale et prévention biomédicale. En fait, ça n'a pas de sens, parce que le biomédical, c'est un outil qu'au total, on voit bien, il faut quand même être observant. Il faut être observant au préservatif pour que ça marche, il faut être observant à la PrEP pour que ça marche. Donc au total, c'est quand même la personne qui décide ou non d'adhérer à la stratégie qu'on lui propose. Donc il faut aussi s'intéresser au comportement, quel que soit l'outil. C'est pas un seul cours, c'est le domaine médical, il y a tout à s'intéresser au point de vue de l'utilisateur. L'observance, vous avez vu, est absolument primordiale dans ce type d'approche. Non, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs en sciences sociales qui hurlent quand on parle de nouveaux outils biomédicaux en disant ah, ça marche, les médecins reprennent dessus, c'est un scandale, etc. Non, il faut travailler de façon multidisciplinaire, de façon intégrée, et au contraire, on a encore plus besoin des composantes comportementales dans le contexte médicalisé d'aujourd'hui. Il faut aussi penser à l'implémentation. C'est-à-dire que le TASC et PrEP, ça va marcher, on sait que ça va marcher, il faut déjà anticiper comment on va l'implémenter en pratique. On a un problème en France parce qu'on a des décideurs de santé publique, une frilosité absolument, qui sont à 0 degré absolu en termes d'innovation, et ils ne veulent pas entendre parler de ça pour le moment, ils sont toujours dans le préservatif et rien d'autre. C'est un peu compliqué. Et puis, dernière remarque, j'espère vous avoir convaincu que dans ce domaine-là, on ne peut pas faire de recherche uniquement pour les gens sans le faire avec les personnes concernées, et que ces recherches, elles sont intéressantes parce qu'elles se font main dans la main entre des associations qui sont des personnes concernées, qui viennent du terrain, qui sont des personnes qui traitent des risques ou qui sont séropositives, et elles se font main dans la main pour développer de l'innovation avec les chercheurs. Merci. Je vois que finalement tu as une évolution convergente vers le bas qui dit que le préservatif c'est ça. Si tu veux, concernant, c'est comme ça, factuellement, concernant comme il a dit. Hein? J'ai pas fait tout comme il a dit. Non, mais pardon. Donc, concernant les modes de prévention basée sur les comportements, je ne suis pas sûr que l'on ait, pour multiples raisons, réellement une investigation raisonnable de ce problème. Globalement, d'ailleurs c'est une chose à réaliser, les homosexuels masculins ou les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, qui pose d'ailleurs une première définition qui ne peut pas être autre chose qu'une self-définition. Il n'y a pas d'autre truc que de dire je ne suis pas, parce que quand même, il y a une gradation extrêmement importante entre le conjoncturel, l'enfance. Donc, dedans, pour des raisons X ou Y, qui étaient celles que moi j'ai connues à 30 ans, pour dire qu'il y avait des vieux universitaires, comme tu dis, qui servent à quelque chose,
il y avait des choses qui étaient étiquetées. Aussi, hein. Il y a des choses qui étaient étiquetées avant même qu'on connaisse le rôle de HID sur l'identifié. Je le voyais vraiment il y a 30 ans de ça. Il y a 30 ans de ça, des très belles études épidémiologiques qui avaient été faites sur quel est le risque d'acquisition. Le risque d'acquisition, on sait, d'abord, c'est bien sûr c'est le coïtana qui est beaucoup plus important. Ensuite, c'était le coïtana associé avec des rectorragies. Ce qui veut dire que ça, c'est une cible en particulier du traitement post-exposition qui devrait être reprise, on est très clair. C'est les mouches rectales qui augmentent le risque de manière extrêmement importante. Et c'est un autre point dont on a déjà parlé, c'est, bien entendu, c'est pas les hommes qui sont plus exposés, c'est les gens qui ont le coïtana. Et donc la partie coïtanale chez les femmes est une partie qui est entièrement reconnue. Et qui est un vrai débat, parce qu'actuellement on se pose la question de savoir est-ce que la pilule c'est bon ou c'est pas bon, avec les mêmes débats. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon pour le risque de transmission? Et cette question peut être résolue qu'à condition qu'on sache dans quel pourcentage des cas la substitution à la contraception c'est le coïtana. Et donc tu vois bien le débat à la pilule, est-ce qu'il faut mettre la pilule, est-ce qu'il ne faut pas mettre la pilule, est-ce que la pilule ça ne va pas renforcer le nombre de rapports non protégés, est-ce que la pilule ça ne va pas faire qu'on abandonne le préservatif? Et la seule réponse à ça, c'est réellement d'étudier, en particulier où c'était très très utilisé dans les pays dans lesquels la virginité a un sens, le coïtana comme prévention à faire la virginité, la contraception a été quelque chose qui est extraordinaire. C'est vraiment cette partie-là entière est entièrement négligée, qui paraît être un point extrêmement important. Donc je crois qu'il y a encore quelque chose à faire dans la réflexion sur les comportements, y compris ensuite de graduer, d'expliquer la graduation du risque. C'est-à-dire que c'est pas oui, non, c'est oui, ça, c'est pas très dangereux, ça c'est très dangereux, ça c'est très dangereux. Cette gradation-là, je pense qu'on n'est pas rentré encore dedans suffisamment, parce qu'il y avait une immaturité sur les questions sexuelles il y a quelques années qui a fait que tout ça est devenu tabou. Au début, c'est parti vraiment l'observation phénoménologique, ensuite c'est devenu tabou, je crois que ça va venir maintenant qu'on a devenu une maturité dessus. Et puis il y a deux questions moi, que j'ai qui ça m'étonne qu'elles n'aient pas émergé. C'est quid de la circoncision, en particulier de la circoncision chez les homosexuels? Vraie question. Vraie question. Alors, c'est bien qu'il faut le faire. Et deuxièmement, quid de la mise à disposition des tests en pharmacie comme pour les tests de grossesse? Ça c'est deux questions. L'autotest, d'une part, et d'autre part la circoncision, qui sont des modes de prévention là aussi actifs. J'aurais dû vous en parler, la circoncision, parce qu'il y a plein de travaux qui ont été faits. Alors, il y a eu des essais randomisés qui ont montré une efficacité de la circoncision qui est d'environ 50% chez les hétérosexuels, chez les hommes hétérosexuels, et qui sont confirmés par une grande étude récente post-essai qui montre que même dans la vraie vie, on a des taux de protection qui sont tout à fait similaires à ce qu'il y avait dans les essais. Donc la circoncision, c'est une réduction des risques significative. Alors pourquoi chez les hétéros et pas chez les gays? Alors, parce que chez les gays, il y a quelques études observationnelles qui montrent que ça ne protège que la personne qui est strictement activiste, qui n'est jamais pénétrée. En réalité, les gays strictement actifs, il n'y en a pas beaucoup. Donc du coup, pour ces raisons-là, en plus il n'y en a pas beaucoup, puis à un moment donné de la vie des gays, les gens sont actifs, et puis après, plusieurs années après, ça va changer. Donc on se dit en termes d'efficacité de santé publique, ça n'aurait pas vraiment d'impact. Aux États-Unis d'ailleurs, il y a beaucoup de circoncisions qui sont faites chez toute la population. Les taux d'incidence sont à peu près comparables à ce qu'il y a dans les autres pays. Donc c'est pour cette raison-là qu'on n'a pas recommandé spécifiquement aux gays. Alors, tu as fait une question qui est sur l'autotest. Alors, ça, c'est un grand débat, l'autotest. L'autotest est aujourd'hui autorisé aux États-Unis. Il est mis sur le marché. Ce sont des tests qui sont salivaires. Donc, on se le fait soi-même, à la maison, on l'achète dans une pharmacie. Et le problème, pour l'instant, le problème, c'est qu'il est un petit peu moins sensible quand même. Je parle sous contrôle de Catherine, mais un peu moins sensible que les tests, même que les tests rapides qui sont faits au bout du doigt, les tests classiques bien entendu. Donc il y a eu beaucoup de débats pendant longtemps, est-ce qu'il faut l'autoriser ou pas. Et puis il y a une grande étude qui a été faite aussi par l'ARS, par Tim Grissen, qui a montré que les gens qui ont plus envie d'autotest pour l'instant, c'est justement ces fameux HSH qui se définissent pas vraiment comme gays. C'est-à-dire des hommes souvent mariés, qui ont une vie hétérosexuelle, et puis quand même qui vont régulièrement avoir des rapports entre hommes.
et qui alors ne supportent pas l'idée d'aller dans un CCAG, de peur si jamais les voisins les voient, donc qu'est-ce qu'on va penser. Ils ne vont pas non plus aller dans les associations avoir un dépistage rapide. Donc ils sont terrorisés à l'idée qu'on puisse imaginer qu'il puisse y avoir une deuxième vie. Et du coup, eux, c'est eux qui seront les plus intéressés par ça. Et c'est donc une population qui, de toute façon, n'aurait pas de test par exemple. Donc moi, je pense que l'autotest, oui, à condition que ce ne soit pas l'autotest à la place des autres dispositifs. Parce que du coup, ce serait moins bien, c'est moins bien de l'innovation. Enfin, c'est moins bien d'un point de vue médical, mais c'est toujours mieux pour des personnes qui vont pas au test de dépistage. Et vu que ces tests seront payants, je ne pense pas non plus qu'il va y avoir une foule de gens qui vont vouloir, qui sont habitués à d'autres dispositifs de dépistage, qui vont aller décider de payer alors qu'elles ont actuellement un test gratuit. Mais pour ces personnes-là, je pense que là, ça correspond à un vrai besoin. Et normalement, le ministère de la Santé devrait annoncer l'évolution. Déjà annoncé le principe d'un changement sur la législation, et normalement, on espère qu'au 1er décembre, la ministre va annoncer le lancement des autotests en France. Alors, dernière question, est-ce que tu penses que les hommes vont faire comme les koalas? C'est-à-dire chez les koalas, il y a un exemple absolument extraordinaire de l'homonomie, c'est que la transformation des rétrovirus en ERV, c'est-à-dire des rétrovirus maladies en ERV intégrés génétiquement et préservant de l'infection par les rétrovirus. Tu vois cette histoire? Oui, voilà. Non, je pensais au dépistage. Est-ce que le VIH est un virus intégré à long terme? Moi, j'espère que non, parce que ce que je ne vous ai pas parlé aussi, parce que ça c'était pas vraiment dans le topo, c'est quand même aujourd'hui toute la communauté scientifique, plus en sciences fondamentales, est mobilisée sur le HIV cure, sur l'éradication et la guérison. Et donc moi j'espère que ça va marcher, qu'on va arriver à avoir des produits qui vont non seulement chez les gens détectables, purger les réservoirs et tuer les cellules qui contiennent encore un petit peu de virus. Donc logiquement, vu que l'épidémie n'est plus une histoire naturelle, on ne devrait pas finir comme les koalas. Oui, ils vont très bien les koalas. Oui, ils vont très bien, les survivants vont très bien. Mais bon, on ne sait pas combien il y a eu de morts avec ces virus au départ. Mais voilà, on espère qu'on va pas en arriver là. Et que déjà les thérapies restent quand même une des réservoirs avec du virus encore, quelques virus dans les cellules réservoirs, on a très peu, et que le traitement éradicateur qui est aujourd'hui en cours de recherche, on aura à purger ces réservoirs et donc du coup à tuer ces cellules qui contiennent des séquences rétrovirales. D'autres questions? Cette épidémie aura appris à réagir à de nouvelles épidémies, autres, même d'une autre nature, pas nécessairement sexuellement transmissibles. Est-ce que vous avez cette impression? Moi je crois qu'une épidémie comme le VIH n'a pas eu des effets positifs que pour le VIH, et qu'on a beaucoup appris. Notamment dans les pays du Sud, ça a permis en un endroit de renforcer, d'établir des systèmes de santé qui n'existaient pas. Ça a aussi généré une mobilisation citoyenne des gens. Et ça, dans tous les domaines aujourd'hui, c'est important parce qu'aujourd'hui, maintenant, que ce soit dans le Sud ou dans le Nord, on parle de démocratie sanitaire, on demande aux associations de patients de donner un avis, etc. Donc ça mobilise les citoyens sur les questions de santé en disant que si on veut que la recherche elle avance, si on veut que la santé soit meilleure, il faut aussi que derrière les citoyens disent que la santé c'est important. Sinon, surtout en période de crise, on n'aura plus de moyens en quelques années de santé toujours une priorité de nos dirigeants. Et que ça, l'épidémie de sida a vraiment mobilisé. Et s'il y a eu un temps d'effort sur le sida, c'est parce que les citoyens sont bougés. Et ça, c'est une leçon qui devrait servir pour tous les grands problèmes de santé dans le futur. On dit toujours pourquoi ça se bouge moins ailleurs que dans le sida. Sans doute parce qu'il y a peut-être moins de discrimination ailleurs. Donc malheureusement, c'est la discrimination qui suscite la mobilisation. Mais que dans des systèmes de santé qui vont être de plus en plus contraignants, il y aura peut-être une mobilisation de la colère qui va pouvoir être faite alors que les traitements existent. Je ne sais pas, c'est quand même en pratique la maladie. Oui, c'est la maladie la plus monstrueuse du XXe siècle. C'est monstrueux comme maladie. Donc c'est déterminer les réactions et dans les communautés, entre eux, c'est la chose la plus monstrueuse qui soit dans le XXe siècle. C'est monstrueux comme à l'échelle de la Terre, regarde par exemple en France.
France, tu as que 150 000 personnes qui vivent avec le VIH. Oui, Et tu as des gens qui meurent de cancer, il y en a bien plus. bien sûr. Et pourtant, c'est plus les gens du VIH qui se bougent que les gens du cancer. Oui, mais c'est vrai, il faut se méfier des chiffres. La baisse brutale du nombre d'années de vie espérées liées au sida jusqu'à l'apport des thérapies était monstrueuse. Monstrueuse. Il n'y a pas d'équilibre. Moi j'ai vécu cette épidémie comme ça au début. On ne voyait pas des hommes jeunes mourir comme ça, 3 mois, 6 mois ou 1 an, dans un état pareil, avec aucune autre maladie, mais rien d'équivalent. Donc c'était monstrueux. Alors qu'après, non, les choses sont différentes, c'est des maladies chroniques, je suis d'accord, le poids est probablement pas plus important qu'un programme thérapeutique qu'un diabète, probablement. Mais non, c'est entendu tout le monde, il y a des obligations, etc. Mais vraiment, c'était une catastrophe sanitaire absolument hallucinante. C'est hallucinant. Mais pour autant, moi je crois que chaque histoire de chaque épidémie est indépendante. Et je crois qu'on ne tire pas les leçons qu'on tirera là, même qu'on tire maintenant avec 30 ans de recul, en disant finalement, ça aurait mieux d'être un peu plus lucide au départ et de ne pas refuser de dire ce qu'on savait à l'époque. Je ne crois pas que ça servira pour la prochaine fois. Ça servira pas. Ce sera une autre histoire. Je crois pas. On n'a pas d'exemple que l'histoire de l'épidémie d'avant ait servi à quelque chose pour l'épidémie d'après, l'histoire des épidémies. Est-ce que la syphilis? Bon, ben justement, c'est syphilis, ça n'a jamais. L'histoire de la peste n'a jamais servi à comprendre ni à prévenir la syphilis. Il sait de la syphilis, c'est suicidaire. Très bien, merci.